Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass qui va un peu traiter, un peu beaucoup, de la production d'environnements sonores immersifs, dans le cadre de deux festivals. On est en duplex au Canada qui nous attendent, donc on va essayer de très vite se rattraper. Le festival Le Sadfest et le festival Soudome, qui sont deux festivals qui traitent du full dome. Donc on va essayer de rejoindre nos amis de la Société des Arts Technologiques. Donc, salut Mourad. Bonjour Paris. Donc nous sommes en ce moment dans le dôme de la Société des Arts Technologiques à Montréal. On en est au troisième jour donc du volet professionnel de notre SATFest, donc avec notre petit décalage horaire. On est sur l'heure du midi. Voilà, le public est avec nous avec des boîtes à lunch pour justement assister à ce duplex avec nous. Donc le SATFest, c'est un festival qu'on mène à tous les 2 ans. Donc on a notre programmation de films en soirée et un volet avec des professionnels en journée. Donc on a eu l'occasion d'aborder pas mal d'aspects. On trouvait ça vraiment intéressant justement de pouvoir faire cet échange avec vous. Je pense que c'est presque devenu une blague. Ça fait 2 éditions de suite qu'on a nos festivals en même temps, donc autant en profiter. Et donc l'idée était de profiter de ce duplex pour aborder voilà, une des questions qui sont vraiment au cœur de ce qu'on fait ici, c'est l'adaptation de son immersif entre des lieux. Et donc pour ça, je suis sur place avec Pablo qui pourra nous en parler un petit peu plus en détail après. Bonjour Paris. Merci, salut Pablo aussi. Donc, je vais inviter Isabelle Chabanon-Pouget, qui est donc visuelle au Planétorium de la Cité des Sciences et donc qui va nous présenter le Festival Soudome. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Montréal. Donc le Festival Soudome, c'est la 4e édition et il a lieu chaque année. Nous, c'est sur 3 jours. Aujourd'hui, c'était dédié plutôt aux professionnels, étudiants. Donc là, ça a commencé à 11h et on a eu des pitchs d'artistes, des présentations, voilà, professionnelles. Et ouverture du festival ce soir. Alors, il reste encore des places. On a un live de l'artiste Milkorva qui s'appelle The Rising Dusk dans le planétarium. Donc, on montera au niveau 2 de la Cité des Sciences pour cette soirée d'ouverture. Et ensuite, ce week-end, accessible aussi au grand public de la Cité des Sciences. Donc 3 sélections. On a lancé un appel à films et on a sélectionné une dizaine d'œuvres qui ont été partagées en 2 sélections. Une sélection découverte plus pour les familles, parce qu'il y a beaucoup de familles à la Cité des Sciences, et une autre sélection plus expérimentale. Et la 3e sélection, c'est la curation de notre partenaire sur ce festival, avec qui on organise depuis 4 ans, 36 degrés, et l'artiste Jérémy Houry. Et puis, on va avoir aussi des œuvres hors sélection. Donc, il va y avoir le film de Molécules, moins 22 degrés 7, samedi à 17h. On va avoir le spectacle immersif théâtralisé Drift, du clair-obscur. On va avoir la présentation des créations des étudiants et des étudiantes de l'école Estienne. Dimanche à 17h. Et en soirée de clôture, on va avoir Jésus Battista et Amadeo Savio qui sont dans la salle pour leur œuvre qui s'appelle Fermi Paradoxe. Voilà, je vous souhaite un excellent festival et une excellente masterclass. Merci Isabelle. Bon, vous pouvez les applaudir. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on amorce cette masterclass. Donc, en commençant par cette première partie qui va traiter un petit peu du pour qui et pourquoi, donc avec la Société des Arts Technologiques. Et donc, je vais laisser la parole à Pablo Guérard, qui est responsable audio immersif de la SAT. Il nous parlait un petit peu de tout ce process et tout son travail au sein du Dôme, a priori, de Montréal. Je t'en prie. Merci Fabrice. Bonjour tout le monde. Bonjour Paris. Bonjour les Dôme. Mon nom c'est Pablo Guérard. Je travaille ici dans le Dôme en tant que responsable audio immersif. Je vais faire un peu une introduction assez brève de ce que je fais, de quel est mon job dans le contexte du Dôme. Je vais essayer de garder bref pour qu'on puisse se rentrer au plus vite possible dans les conversations avec les artistes que nous recevons aujourd'hui qui viennent de s'asseoir ici à côté de moi. J'aurai la voix à Philippe Rondal du collectif Musocosme, qui sont des artistes qui sont mis en résidence ici il y a plus ou moins 2 ans et qui ont créé une œuvre pour l'espace, et donc on aura besoin un peu de discuter de ça avec eux. Mais du coup, pour revenir un peu à mon travail principalement, ce serait il est divisé en plusieurs parties. Une partie, c'est l'accompagnement des artistes en résidence qui viennent ici créer une œuvre pour l'espace. Et donc là-dedans, il y a l'accompagnement
des fois un peu de pédagogie, essayer d'aider les artistes à comprendre comment composer une œuvre spatiale pour un dôme comme le nôtre. Une autre partie, ça va être la supervision technique de tous les événements, enfin technique à niveau audio, bien sûr, de tous les événements qui se passent dans le dôme. Je donne des formations aussi. Il y a toute l'intégration des films. On reçoit beaucoup de films de l'externe. On a bien sûr des films dans notre programmation qu'on fait en résidence. On reçoit aussi des films de l'externe, donc il faut les intégrer. Il y a toute une partie sur comment être capable d'intégrer beaucoup de formats différents pour un dôme comme le nôtre. Je vous montrerai un petit peu après une session d'intégration pour le SATFES, justement, vu qu'on y est. Et voilà, donc ça, c'est un peu et le maintien du dôme, bien sûr, et être en contact avec l'équipe de recherche et développement, mon collègue David Ledoux, qui est rechercheur en immersion sonore là-bas, pour un peu déterminer les nécessités que nous avons en audio spatial, en production, dans des contextes de production. Je vous dirais qu'en général, quand on parle d'artistes en résidence et de création sonore immersive, il y a un peu deux cas de figure différents. Il y a le premier cas de figure qui est le plus commun, c'est celui où les artistes finalement n'ont jamais fait d'audio spatial à l'avance. C'est la première fois, ils rentrent dans le dôme, c'est la première fois qu'ils vont en faire. Souvent, ils ont déjà une pratique audio compositionnelle assez établie, mais l'audio spatial, c'est quelque chose de nouveau. Et alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à télécharger un programme de spatialisation qui s'appelle SpideGrid. Pourquoi SpideGrid? Parce que c'est un programme open source, donc gratuit. À la SAT, on essaye le plus possible de faire de l'open source pour des artistes qui peut-être feront, une fois sortis du dôme, ne vont peut-être pas avoir accès à beaucoup d'espaces de spatialisation. Ça, c'est peut-être trop leur demander que d'acheter quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent. Donc, on leur propose de travailler avec SpideGrid. C'est développé à l'Université de Montréal. C'est gratuit, mais c'est robuste. C'est un software qui est limité par deux algorithmes de spatialisation. On ne va pas trop rentrer dans les détails de ça, mais un algorithme de spatialisation volumétrique et un autre de spatialisation par surface. L'avantage de ce software, c'est qu'il est capable de prendre beaucoup de sources pour beaucoup de sorties. Dans le nôtre, par exemple, dans le dôme, on a 93,5 sorties, c'est beaucoup de sorties. Et donc, être capable de recevoir un artiste qui nous envoie jusqu'à 64 sources, 128 sources, et les répartir ensuite pour notre gros système sans que le software crash, c'est hyper important pour nous. Et donc ça, c'est un des grands avantages de SpideGrid. Il est très robuste à ce niveau-là. Et aussi, l'équipe de recherche en développement ici à la SAT a travaillé sur les derniers features de SpideGrid qui est sorti récemment, le SpideGrid 2. Et donc, voilà, on a une relation avec le GRI à l'Université de Montréal, et c'est un peu pour ça aussi qu'on invite les artistes à utiliser ce software. Et puis le deuxième cas de figure, ce serait les artistes qui ont déjà une pratique spatiale. Et dans ce cas-là, bien sûr, on ne veut jamais rien imposer à ces artistes. Chaque artiste qui développe une pratique spatiale développe des outils de composition avec, et ces outils-là sont inhérents à la structure compositionnelle qui va ressortir à la fin de l'œuvre. Et donc, on ne veut pas imposer à ces artistes de devoir apprendre quelque chose de nouveau juste pour pouvoir créer une œuvre ici. Et donc, dans ce moment-là, notre objectif, c'est au plus possible de pouvoir adapter ce workflow-là pour notre dôme. Et donc là, il va y avoir des conversations sur les pros and cons, sur les avantages et désavantages d'utiliser un software ou un autre. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser Envelope for Live, qui est un software de spatialisation ambisonique dans Ableton de troisième ordre, bien, il va pouvoir sortir 16 canaux maximum que nous, on va devoir réadapter, décoder par Ambisony dans le Dome. Ça aura certains avantages et certains désavantages comparés à composer directement pour notre espace. Ça, c'est un peu comment les résidences se font dans le Dôme. Un des objectifs aussi des résidences, c'est que finalement, on puisse, pour la suite, distribuer le travail qui a été fait par les artistes dans l'espace. Donc, par exemple, le travail de Mesocon qui a été fait ici, s'il part au Zénith à Berlin, eh bien, on voudrait que ce travail-là soit présentable là-bas sans que nous ayons à entièrement le retravailler from scratch pour les artistes. Et ça, c'est aussi un des avantages de travailler avec SpideGrid, qui est un software de spatialisation par objet, qui est différent de la spatialisation par canaux. Il y a deux grands axes de spatialisation, disons-le comme ça. La spatialisation par canaux, on compose directement pour un haut-parleur, on crée une piste qui va directement vers un haut-parleur. Par exemple, dans un 5.1 surround, eh bien, vous allez créer une piste qui va au haut-parleur left, une autre piste qui va au haut-parleur right, ainsi de suite. En spatialisation par objet, on a la spatialisation en tant que telle n'est pas connectée au speaker setup de diffusion. On crée des objets sonores virtuels qui vont être mappés dans un dispositif de diffusion, mais ils sont mappés par des calculs de triangulation et de coefficients de gain.
Et du coup, il est très facile de passer d'un certain système à un autre. Donc, par exemple, Mesotoms qui vient travailler ici va le faire pour notre système à nous 93.5. Mais ensuite, nous pouvons réexporter ce même travail, cette même session de composition pour que finalement elle soit diffusée dans le système du ZILT à Berlin qui est un 49.1, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un des objectifs et c'est une des raisons pour lesquelles on utilise l'Object Base. C'est un peu un des buts de l'Object Base aussi. Ça fait partie de la recherche aujourd'hui, comme l'a mentionné Mourad. Comment être capable de faire passer une œuvre d'un espace à l'autre sans devoir la recommencer à chaque fois from scratch depuis le début. Logiquement, même si on passe d'un espace à un autre, il y a certains points qu'il faut faire attention, mais ça facilite énormément le travail. Pour finir, de mon côté, je vais juste vous montrer un petit peu aussi ce que c'est que l'intégration des films ici à la set. Par exemple, dans le SATFest, un de nos challenges, un de nos défis, c'est qu'on va recevoir sur une même soirée, on a 11 à 13 films qu'on doit présenter, mais chacun de nos films dans un format différent. Je vais recevoir un 5.1, un stéréo, un 93.5, un 22.1, un 9.6, ainsi de suite. Et il faut que je sois capable dans une seule et même session, parce qu'on n'a pas le temps, logiquement, il faut que ce soit le plus fluide possible, de pouvoir représenter tous ces films-là. Et aussi de façon à ce que ces films-là, finalement, entre un film et l'autre, il y a quand même une forme de normalisation. On n'a pas l'impression qu'un film est beaucoup plus grand que l'autre ou beaucoup plus petit que l'autre. Logiquement, là-dedans, il y a des limites parce qu'un format reste un format. Il y a aussi la composition en tant que telle spatiale qui a un impact. Mais nous, on essaye le plus possible de normaliser l'expérience entre chacun des films malgré les différents formats. Donc là, je vais vous montrer mon écran 2 secondes. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu Spike aussi. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Là, vous voyez une session Reaper. Elle est toute petite, désolé pour ça. Mais dans cette session Reaper, j'ai tous ces fichiers-là qui sont finalement mis en lien de chacun des films. Et comme vous voyez, j'ai un 7.1, j'ai un 7.1.4, j'ai un ambitionnel de troisième ordre, j'ai un 5.1, j'ai un 93.5, ainsi de suite. Et donc, il faut que je sois capable de tous les jouer. Pour l'ambitionnel, on va utiliser un décodeur ambitionique, c'est ce qu'on appelle un son en mix qui est encodé, qui a des informations de spatialisation dedans, de metadata. Et puis nous, on va utiliser un décodeur qui est spécifié pour notre drone pour le décoder, qui ressemble à ça, le RA décodeur. On utilise ça encore une fois parce qu'il est gratuit. Il est limité au 7e rang, donc c'est limité à 64 canaux. Le mode canal, du coup, on doit passer certains haut-parleurs, on doit bypasser certains haut-parleurs au moment de diffuser une ambition dans le drone. Mais n'empêche, on arrive quand même à le faire entièrement sur l'entièreté de notre espace, ce qui est le plus important. Et ensuite, pour prendre l'exemple d'un 7.1.4, par exemple, ici, dans ce cas-là, c'est pas ici que je l'ai fait. Est-ce que c'est ici que je l'ai fait? Ouais. Dans ce cas-là, par exemple, je vais utiliser ce contrôle gris de SpideGrid. Le contrôle gris, c'est l'outil d'OSC qui permet de spatialiser les sources dans SpideGrid. En gros, SpideGrid, c'est un renderer, c'est un player. Il reçoit du signal, mais il ne sait pas quoi faire avec ce signal tant qu'un plugin ne lui dit pas où placer tel signal. Et donc, pour ça, il y a un plugin qui s'appelle Control Grid qui vient avec SpideGrid, qui envoie des informations OSC, Open Sound Control. L'OSC dit par exemple que pour mon canal numéro 1, ma source numéro 1, il faut qu'elle soit placée ici avant, à gauche dans le drum. J'ai un contrôle sur la hauteur, j'ai un contrôle sur le spectre, sur le plan, sur plein de choses dans ce genre-là. Et en gros, tout ce signal-là est acheminé vers SpideGrid qui ressemble à ça. Là, au-dessus, ce que vous voyez, ce sont mes sources. Bon, là, ce n'est pas la session SpideGrid pour la session Reaper que je vous ai montrée. Là, ce serait juste pour un 5 points. Là, je recevrai toutes mes sources. Et ensuite, là, ici, je tourne le parleur. Ce sont toutes mes sorties. Voilà, je pense que j'ai essayé de passer le plus vite possible à travers tout ce que j'avais à vous dire, d'assez intéressant, mais j'aimerais passer au plus vite possible à la conversation. Nous avons les artistes que nous avons reçus aujourd'hui, qui sont Joël Lavoie et Philippe Vandal du collectif Mesocosme, qui sont venus il y a 2 ans en résidence créer une œuvre pour le Dôme, qui était une performance en 40 minutes, qui a été présentée à Mutech et par la suite dans le Dôme. Et je vais leur laisser surtout à eux parler de tout ça. Et bonjour. Salut. Oh, j'ai dit OK, ouais. Salut, ça va? Oui, mais merci d'être venu. Je suis très content de vous recevoir. Avant qu'on rentre un peu dans les détails de ce que ça a été que composé spatialement pour l'espace ici, si vous voulez peut-être un petit peu présenter c'est quoi le projet Terrafecta de Mesocosme, dans son ensemble, quelle est la narrative du projet, comment est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce que vous avez essayé de faire avec ce projet? Je pourrais commencer avec Mesocosme, en fait. C'est un instrument de mesure qui provient du Museum of Environmental Ecology américaine des années 70, qui se mélange entre des sciences environnementales, écologiques avec la cybernétique. Et le but, c'était de
de jouer avec les échelons de volontaires pour les comprendre, puis après, mieux les contrôler à un certain point. Et dans notre cas, en ce qui concerne notre méthodologie en fait de création, c'est un petit peu ce concept-là où quand on va aller dans un réunion, on va aller chercher de la photogrammétrie, du film recording, puis par la suite, on va jouer en fait des spéculations un petit peu science-fiction, un petit peu jouer, pas jouer, mais game à un certain point. Beaucoup de caractères, autant des éléments, et on va spéculer sur la possibilité de nous futur de cette année qu'on aurait en fait visité à un certain point. En ce qui fait la notre infrastructure, ouais. Oui, c'est pas dans ça, mais en fait, c'est cette idée-là de qu'est-ce qui se passerait sur la Terre une fois qu'on ne serait plus là, ou que ça serait habité par d'autres d'autres créatures. Puis il y a cette idée-là, justement, du mésocosme. Donc, c'est plein de tableaux différents, en fait, en Terraflecta. Chaque tableau a ses propres dynamiques, sa propre inventivité. Donc, chaque élément qu'il compose, c'est des éléments avec lesquels on peut jouer. Puis nous, ce projet-là, on voulait que ce soit une performance. On vient beaucoup de la performance aussi sonore. Et puis, il y avait ce désir-là de jouer avec ces éléments-là en temps réel. Puis, justement, on peut faire écho un peu à Pablo qui parlait des outils. Cette possibilité-là de spatialiser les objets dans l'espace nous permettait toute cette latitude-là dans les livres, en fait. Parce qu'on joue avec des éléments précis qu'on peut spatialiser, puis qu'on peut permettre, qui peuvent interagir, puis créer ces mondes complexes-là. OK. C'est une œuvre audiovisuelle que vous avez créée avec l'artiste Emma Fogg. Oui. Dans le contexte de la résidence, vous venez d'expliquer un peu la nature de Mésocosme et de Terraflectas. Il y a quand même une narrative assez forte là-dedans. Je me demandais si vous avez trouvé que l'audio-spatial, le fait de pouvoir composer votre œuvre musicale sur un espace que vous pouvez sculpter, vous a aidé à accentuer certains points narratifs de l'œuvre. Oui. Ben, en fait, oui, je pense que la narration, c'est un axe qu'on a décidé d'avoir. Je ne sais pas si ça l'a accentué, mais ça m'a nécessairement permis de créer des univers qui étaient autonomes. On discutait de ça avec Philippe Pierre, puis on disait, tu sais, quand on est à l'extérieur du monde, on est dans le vrai monde, le son, il nous entoure. Tu sais, il est là partout autour de nous. Il y a ces interactions, il y a ces dynamiques, il y a ces relations-là qui animent cet univers sonore-là. C'est exactement la même chose dans un dome. Le dome nous permet justement de jouer avec ces éléments-là, mais en mimiquant en mimiquant un peu le même champ sonore qui nous entoure tout le temps dans tous les jours, en fait. Ouais. Finalement, une approche assez écologique, assez environnementale, tout son même. Tout à fait. Oui, super. Ça se sent dans l'œuvre. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on va écouter une partie de l'œuvre en 5 minutes. Ils vous avaient présenté hier soir la version court-métrage de la performance, donc SatFest. On va regarder une partie de ce court-métrage aussi suite à la conversation pour vous ayez une idée aussi de tout ce qu'on vient de parler. Est-ce que vous avez trouvé, parce que vous avez déjà une pratique sonore assez établie tous les deux, vous avez déjà de l'expérience en spatialisation. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des défis au fait de travailler dans le dôme, particulièrement, par exemple, avec d'autres espaces dans lesquels vous avez pu travailler dans le passé? Oui. Oui, clairement. Je ne pense pas que c'était tant les outils qu'on a utilisés pour spatialiser la chose, mais comment on allait spatialiser. C'est super facile avec SpatGrain de faire bouger les choses, ce qui est très très bien. Mais en ce qui concerne, je peux plus donner une transition, percussion, hit, une certaine part. Et bien, j'avais entendu comment on est passé. Et je pensais que était en fait direct devant moi, mais en fait, c'est à la minute. Et là, ça a changé ma façon de composer. Donc, ça, c'est sûr et certain. Puis par la suite, c'est juste comment faire un petit peu ce concept stéréophonique qui va envoyer dans je ne sais plus combien de channels, et numéro. Je pense que c'était surtout ça, en fait. C'était
sur les fins de spatialisation, bon temps de composition, qui est super intéressant. Absolument. Puis il y a aussi le fait que dans un espace comme ça, c'est un espace qui a une acoustique qui est particulière. Moi, je viens de l'école, j'ai une formation acousmatique, là, puis j'ai appris toute cette idée-là des orchestres d'haut-parleurs et tout. Mais là, on n'est pas dans un endroit où est-ce qu'il y a une différence de timbre par rapport à la source qui diffuse, mais par rapport à la position que tu as dans l'espace. Puis là, c'est là que tu te rends compte que la spatialisation a un très gros impact sur le timbre, puis dépendamment de où tu te positionnes dans un espace d'écoute, dans l'espace d'écoute. Puis cette performance-là, comme Pablo l'a dit, on l'a présenté dans ce lieu-ci à 2 occasions, dans le cadre du programme régulier de la SAT à notre sortie de résidence, pendant une semaine où on avait cette configuration-là avec les beanbags où les gens étaient assis à un endroit statique. Mais on l'a présenté aussi lors du festival Mutech où les gens étaient debout. Puis ça a changé complètement la manière dont la pièce sonnait pour nous, juste en performant, puis comment elle a été reçue par les gens qui l'ont vue dans les 2 fois. Notamment au niveau de l'énergie aussi, parce que les gens sont debout. Puis moi, au niveau timbrel, c'était complètement différent. Puis ça permettait aux gens aussi de se promener dans l'espace, puis comme ici, j'ai plus de bass, là, ici, j'ai plus. Ça, c'est tous des éléments qu'on a pris en compte aussi en composant. Puis, c'est ça, c'est que tu te rends compte que l'espace a un très gros impact sur le temps, puis même la rythmique, la définition. Je peux rebondir sur ça. C'est vrai que cet espace change entièrement le son acoustique de l'espace, dépendamment de s'il y a des beanbags, des gens ou pas. Nous, on a fait la plupart des mix du SATFest sans personne dedans, il n'y avait personne. Et puis au moment où vous êtes arrivé, on a dû faire quelques modifications de last minute parce que ça sonnait complètement différent. Je peux rebondir sur ça. Je vais poser une dernière question. Ensuite, on va pouvoir jouer votre film parce qu'on court, le temps passe très vite. Vous voulez parler de sculpter l'espace, du fait que vous pensez littéralement à l'espace dans votre composition, à la façon dont on va sculpter. Là, ici, c'était une collaboration. Comment est-ce que dans cette collaboration, vous avez réussi à vous séparer l'espace à 2 ou à le morpher, à être finalement une unicité dans cet espace? Parce que pour avoir écouté beaucoup l'œuvre, clairement, je ne pourrais pas dire, moi, personnellement, qu'il y a 2 artistes distincts, on entend l'unicité, mais il faut savoir, chaque objet musical va avoir une fonction différente dans l'espace, etc. Comment est-ce que vous avez su quel objet allait faire quoi, qui allait faire quoi pour l'espace? Comment vous avez divisé cet espace entre vous deux? Je pense que j'ai une certaine piste à la question précédente. Je pense qu'on s'est séparés les intentions. De mon côté, ça se fait encore une fois les transons, les drones, les compagnies. Facilement, en fait, il y avait le reste de l'espace qui est alimentaire, en fait, qui pouvait être alloué à gérer pour justement donner peut-être plus de mouvement, puis dans le cas vraiment de garder la pièce ou du moins le côté rythmique vraiment le plus central possible. Parce que sinon, si tout le monde constamment, je veux dire, ça devient insupportable. Donc, c'est vraiment juste d'avoir une certaine sobriété. Oui, absolument. Ouais, ça, c'est un autre aspect. Mais oui, puis je pense que dans nos pratiques personnelles, les deux, on a 2 couleurs qui sont assez différentes. Là. Moi, je suis beaucoup dans la musique qui joue avec le temps, c'est des plus ambiantes ou qui se dévoilent plus lentement. Alors que Philippe, il est dans une musique qui est plus articulée. Puis je pense que en fait, c'est hyper complémentaire. Je pense que nos 2 pratiques sont très complémentaires parce qu'ils se permettent de bien s'imbriquer puis créer quelque chose de complexe. Puis, je vais juste faire rappeler à la sobriété. Ça, c'est quelque chose qui a été tout le long quelque chose qu'on a essayé d'appliquer parce qu'on a un espace. C'est tellement un beau jouet, c'est tellement le fun. On prend les sons, ça revole partout. Puis, après, je pense que c'est plus efficace, justement, à cause de cette réalité-là, de quand tu te mets dans certains espaces, c'est plus proche des côtés, mais là, tu entends un peu moins ce qui se passe là, ou tout d'un coup, le son vient super fort à côté de toi. Il faut apprendre à jouer avec ce langage-là, puis à se raffiner. C'est très facile de tout envoyer partout, puis de créer quelque chose de très étourdissant, alors que l'efficacité vient de cette sobriété-là. Ouais. Tout à fait. Ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas précisé juste avant, mais pour moi, le grand challenge dans ma job,
C'est pas tant l'aspect technique, parce que finalement, vous l'avez dit, l'aspect technique est assez simple, c'est du routing, on envoie un signal vers un player, on envoie de l'information de le C vers ce player, et puis le son bouge. C'est pas si compliqué. Le plus grand défi, généralement, que j'ai avec des artistes, c'est de comprendre que l'espace, c'est quelque chose qui se compose et qui doit un peu structurer, en fait, qui doit se sculpter. Et on ne va pas avoir quelque chose d'immersif juste parce qu'on a du son autour de rien, parce que ça bouge tout le temps. Il faut réussir à venir créer du contraste, il faut réussir à utiliser l'espace comme objet musical, littéralement, comme musicalité. Et ça, c'est souvent un des challenges que j'ai avec les artistes. Il y en a beaucoup qui rentrent en pensant que la spatialisation, c'est juste de l'upmixing, entre guillemets. Mais ici, Lindblom, particulièrement, on fait souvent des œuvres audiovisuelles de 40 minutes et plus. C'est pas suffisant que de faire de l'upmixing. Il faut vraiment sculpter l'espace. Donc voilà, c'est quelque chose que vous avez fait très bien pendant votre résidence. Voilà, mais je pense qu'on peut écouter votre œuvre, les 100 premières minutes. On peut envoyer ça. Merci. Moss.
Oui, on va recevoir. Donc, j'invite Amadeo à venir nous rejoindre pour qu'on puisse prendre leur relais. Merci à Joël et Philippe, hein, bravo. Et voilà, donc on va prendre la main de ce côté-là. Donc, bienvenue à toi, Amadeo, donc artiste multidisciplinaire, concepteur sonore. Oui, on va pouvoir t'entendre, je t'en prie. Donc, et DJ. Donc, je vais te donner la main pour que tu puisses présenter déjà un petit peu ce que tu as pu faire dans tes travaux récents et passés, et comment, en gros, tu as pu intégrer justement la spatialisation du son dans tes œuvres. Et après, j'aurais beaucoup de questions à te poser. C'est sur justement la question autour de comment on conceptualise une œuvre avec un son, un environnement sonore et immersif derrière, et comment derrière on la concrétise, comment on la compose, comment voilà. Donc, je vais te laisser dans un premier temps présenter donc ces travaux. Je vais te passer simplement la petite vidéo qui était voilà. Du coup, je suis Amadeo Savio et je voulais parler de 2 projets sur lesquels on a travaillé avec mon collectif Asker que j'ai créé avec l'artiste Jésus Baptista qui est juste ici. Et on a fait un film en dôme l'année dernière et qui sera du coup diffusé à la fin du festival dimanche soir. Et pour lequel c'était la première fois que j'utilisais justement la spatialisation en 5.1 et où j'ai utilisé Spat Gris dans mon processus de travail. Et le deuxième qui est une installation artistique qui est du coup elle en 4.1, et je pense qu'on peut peut-être mettre l'extrait pour essayer de faire vite et en parler plutôt après. Peut-être pour présenter rapidement, c'est du coup nous on travaille normalement plus sur des choses qui sont on va dire abstraites et un peu sans narration réelle, et là on a vraiment voulu faire un film. Et donc tout le film est basé sur le point de vue d'un astronaute qui découvre les vestiges d'une civilisation passée sur une autre planète. Et donc tout le travail de son a été de recréer un peu l'ambiance du vaisseau, de recréer la voix qui lui parle, qui est son assistant qui est avec elle, et aussi de jouer sur sa façon de quand lui pense pour lui-même, et de lui quand il s'exprime à la centrale, et puis quand on verra dans les extraits, mais il devient un petit peu fou aussi au fil de son voyage. Et voilà. La grenouille hésita. Mais après de longues discussions, le scorpion se montra si persuasif qu'elle le laissa finalement monter sur son dos. Ensemble, ils commencèrent à traverser la rivière. Ensemble, ils commencèrent à traverser la rivière. Jean-Claude Rie, astronaute F-963 de l'ESA. On doit dire Jean-Claude Rie, 6 heures F-163 de l'ESA, 72% d'IONS par OS, 72%. Professeur Giammattino correct. Tension au réserve, 76%. Actuellement, on survole de l'équationnement de la machine correcte et tension stable via méthode de la vitesse radiale. Les oscillations de son étoile orbitale TR606 ont été détectées par le décalage Doppler. Merci F-963. Information bien enregistrée dans le journal de bord. Peut-être qu'elle est là, cette vie. Juste en dessous, quasiment indétectable, avec cette épaisse couche à la surface. S'il y a quelque chose à observer, ce sera le long de cette frontière. Le maintien du survol le long du terminateur confirmé. Seconde qualité. Cette pâleur spectrale de la cryosphère est révélatrice de la quantité insidieuse de méthane présente à ce lieu. Il y aurait un véritable intérêt à récolter quelques carottes de glace pour nos analyses. Dans cet environnement si unique et si unique. Coordonnées mises à jour. Objectif verrouillé. Transmission des coordonnées de cadence. Mission.
Donc la probabilité d'apparition d'une civilisation si développée au sein d'un univers immense est quasi nulle. Probable une fois, beaucoup moins probable deux. Autant, ont-ils construit ce genre d'édifice soit-il échanger avec nous? Oui, pour le canot, on a dit 27 sont capables de peindre la Joconde, de composer la 9e de Beethoven, de réaliser le pain. Je délire complètement. Je me sens de plus en plus écrasé. C'est chaud. Il y a une attractivité particulière, une attraction forte, comme si je devais suivre ce voie, comme si ce passage était fait. C'est ça. Étrange cette transpiration. De route grise. Tiens, une. C'est vrai. Bref. De la sève. Ça en a même le goût. On est sur de la sève brute. Merci Amadeo pour cet extrait donc, de Fermi Paradoxe. Donc, voilà, vous pouvez applaudir évidemment. Pour cet extrait de Fermi Paradoxe donc, qui sera projeté donc, dimanche en fin de journée. Voilà. 18h en clôture. Voilà, en clôture du festival Sous-Dôme. Donc on a vu, vous avez eu la chance à Montréal d'avoir un dôme, donc d'avoir non pas le gros fichaille qu'on a nous sur notre écran, mais tant mieux, je dirais. Et donc voilà, donc moi je voulais te demander déjà, Amadou, comme première chose, c'est là on a vu que donc c'était une œuvre qui était dédiée au dôme. On regarde des images qui l'accompagnaient. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de faire de la production de ces environnements sonores immersifs dans d'autres environnements que des dômes? Du coup, par la suite, oui, dans l'autre projet dont je voulais parler après, mais là, c'était la première fois qu'on le faisait. Et c'est vrai que c'était... en fait, ça a été assez facile avec SpadGrid, puisque le logiciel est très pratique et il est utilisable du coup dans Ableton directement. Et ce que j'ai bien aimé, ce qui a été dit avant aussi, c'est que dans les dômes, c'est quand même une acoustique particulière. Et en fait, c'est vraiment ça a été rapidement dans la retenue qu'il fallait travailler. Et en fait, vraiment choisir quel élément spatialiser, comment le faire, mais sans en faire trop, puisque ça devient vite aussi incompréhensible si on commence à tout faire tourner dans tous les sens, etc. Donc voilà. D'accord. Et donc, on est dans cet environnement de dôme. Effectivement, il y a une position des spectateurs qui est assez disparate. Bon, après, ça dépend quel dôme. Là. Chez nous, c'est un planétorium, donc on a une disposition des places un peu particulière. Mais comment, quand tu imagines, quand tu composes, on va dire, cette ambiance sonore, cette musique, dans un tel environnement, comment tu imagines en amont combien de sources tu vas disposer, quelle position, est-ce qu'il va y avoir des mouvements, comment la réflexion se fait en amont, on va dire intellectuellement en fait, ça a été vraiment fait in situ, quoi, j'ai envie de dire, puisque c'était, en fait, on était vraiment assis au milieu du dôme pendant toutes les résidences qu'on a faites, et l'idée c'était vraiment de créer un peu cette ambiance de cockpit, de régler le niveau de la basse, etc. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et en amont, on avait quand même enregistré. Du coup, l'acteur que vous entendez, c'est
Thibaut de Montalembert, qui est l'agent dans la série 10%. Du coup, c'est pour ça qu'il joue très bien, qu'il a une très bonne voix, un très bon jeu. Et en fait, on a fait toutes ces prises et nous, on avait déjà un peu aussi nos idées de son ton quand il doit se parler à lui-même, le ton quand il doit parler à la centrale. Et puis en fait, au fur et à mesure, du coup, il devient de plus en plus fou. Et en fait, c'est en testant à chaque fois avec Spadri et sur est-ce que quand on se parle à nous-mêmes, on s'entend plutôt d'au-dessus, de dedans, est-ce qu'on met plus de grave, est-ce qu'on la centrale, elle lui parle dans l'oreillette, donc elle doit être sur le côté. Donc voilà, en fait, c'est vraiment juste pour servir la narration et que ça aide à l'immersion du projet, quoi. D'accord. Alors bon, en tout cas, de ce côté-là, effectivement, les dômes sont plutôt de bons environnements pour, en tout cas, accueillir ce type d'œuvre. Est-ce que tu as envisagé de t'ouvrir peut-être dans différents autres endroits que des dômes, je sais pas, en utilisant cette spatialisation du son, tu as pu on peut peut-être justement mettre le projet suivant, puisque du coup c'est du 4 points, mais donc là c'est sans spot gris, mais c'est à partir de Touch Designer, qui est du coup une installation de Jésus Baptista. Je crois qu'il y a du son dans Cyril. En gros, du coup, cette installation, elle représente une chambre à brouillard où on voit des particules spatiales qui la traversent. Et l'idée, c'était qu'on avait 4 points d'écoute du coup qui sont autour de cette installation. Et en fait, dans Touch Designer, on a du coup travaillé aussi sur l'idée de quand une particule passe, en fait, que le trajet du son suive aussi le déplacement de la particule. Donc pour renforcer le côté immersif. Et tout était en génératif, ça veut dire qu'il y a une partie qui est faite, qui est préenregistrée. Et après, en fait, tout est fait en génératif depuis Touch Designer. Donc là, c'est ce qu'on voit là sur les dernières images. Où en fait, le son se balade vraiment avec les particules quand elles passent. Et c'est vraiment basé sur un algorithme et un concept aléatoire pour que ça représente au mieux les particules. Donc ça, c'était le deuxième projet que j'avais fait. Et c'est vrai que depuis la résidence pour le film de Fermi Paradox, c'est prendre vraiment la spatialisation en plus de juste faire du panning stéréo, c'est quand même, en fait, ça ajoute un côté immersif qui a pas d'égal que simplement faire du gauche-droite. Et je trouve que en plus, aujourd'hui, les outils, notamment avec SpadGris, qui est intégrable directement dans le logiciel, ça permet quand même de le prendre en compte très tôt dans le processus créatif et c'est vachement intéressant. Alors ouais, nous, comme on est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est vrai que ça, c'était d'ailleurs, c'était Pablo Mourad, je sais plus, qui avait parlé de sonographie. On parle de scénographie, mais justement invité dans une exposition ou dans un lieu où il y a un parcours où on va habiller en gros tous les éléments justement d'un environnement acoustique, d'un environnement sonore immersif. Donc, voilà, là, c'est un exemple qu'on peut envisager dans une œuvre, exposée dans un musée. Donc, et c'est fait très simplement, c'est vraiment 4 enceintes sur une table et c'est juste que par Touch Designer on distribue dans les sources. Du coup là c'est directement de la source, c'est pas comme dans Spat où c'est à partir d'objets, mais c'est très simple et en fait ça change totalement l'immersion du spectateur à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu, est-ce que tu as déjà été tenté ou appelé justement à essayer, parce que en tout cas, être attiré par des environnements comme la VR, ou même le jeu vidéo, qui utilisent la spatialisation du son, à des fins différentes, mais qui peut-être pourraient bénéficier justement de vos expériences dans le domaine pour pouvoir justement habiller et ambiancer, on va dire, les environnements qui créent de façon plus, on va dire, plus précise, plus détaillée et peut-être plus artistique également. J'ai pas eu, j'adorerais, mais s'il y a des projets, n'hésitez pas à nous appeler, c'est avec plaisir. Comme dans le cadre du Festival Sodome l'année dernière qu'on a pu faire, on a fait une game jam, on avait profité. Et donc, c'est vrai que dans les outils qui sont utilisés dans ces domaines, c'était Unreal Engine, pour ne pas le citer. En gros, ces environnements virtuels, on pose des sources en fonction des éléments simplement qui font du bruit. Mais pour tout ce qui est les bandes de son musicales ou les ambiances sonores peut-être plus
liées voilà, aux émotions qui peuvent être transportées par le jeu en lui-même. Peut-être que là, il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense. Donc, j'ouvre peut-être aussi la voie du côté de la SAT. Je ne sais pas, Pablo, vous avez, Joël, Philippe, vous avez peut-être été, en tout cas, appelé ou essayé d'être contacté à ce niveau-là ou pas? C'est pas arrivé encore. Ça pourrait être possible dans un projet futur. Lui, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, dans ce cas personnellement, mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé. C'est l'aspect collectif qu'il y a dans un don, en fait, dans le partage de l'expérience collective, qui vient aussi du fait que on vient aussi de la performance, puis des shows live, puis qu'on aime beaucoup. La VR, ça amène une toute autre lecture, en fait, de l'environnement. Puis ça serait super. Je crois beaucoup à la création pour le médium spécifiquement. Donc, pour un projet futur, ça pourrait être très intéressant d'amener ça. Je pense qu'un bon compromis serait la réalité augmentée. Ouais. Ça pourrait être intéressant. C'est ça. Ouais, absolument. Bien, écoutez, merci. Oui, pardon, oui, Pablo. Pour Amadeo, vu qu'il a expliqué que c'était la première fois qu'il faisait de la spatialisation, Amadeo, est-ce que le fait d'avoir appris un peu, avoir rentré dans ce nouveau paradigme, est-ce que ça, maintenant, ça a eu un impact sur ta façon de composer en stéréo? Oui, beaucoup. Et du coup, je me prends 2 fois plus la tête surtout parce que je sais qu'on peut vraiment pousser loin le processus. Donc ouais, maintenant, ça fait partie intégrante de ma réflexion quand je compose ou quand je fais du sound design. C'est devenu partie intégrante de ma réflexion. Ouais. Est-ce que du coup, il y a vraiment eu un impact sur la façon dont tu organises tes sessions de composition, par exemple, dans Ableton? J'aimerais dire oui pour paraître professionnel, mais c'est toujours un peu le bordel dans mes sessions quand même. Eh bien, écoutez, merci. Je vais quand même laisser la possibilité, peut-être au public dans la salle, et si vous avez des questions peut-être à poser à l'un des 3 artistes, ou tous ensemble en fonction d'eux. Non, peut-être. Non, personne. Et sur le chat, est-ce qu'on a eu des questions qui ont été soulevées? C'est pas une question, c'est une demande, savoir si les œuvres sonnent bien chez nous. Si les œuvres, pardon? Si les œuvres sonnent bien chez nous. Voilà, c'est MBCR 1858. Bon, je sais pas si c'est... C'est vrai, je pense qu'il demandait si notre œuvre sonnait bien chez vous. Oui, c'est ça. Très technique. Oui, vous nous demandez si nous, on avait bien entendu. Non. Ça n'a pas été très probant, on va dire, gentiment. Mais bon, on essaiera, en tout cas, c'est parce que le fichier, en fait, a eu du mal à passer dans Reaper. Mais bon. En tous les cas, je vous remercie. Je sais qu'on va devoir vous rendre l'antenne, parce que je crois qu'on est dans les temps, cela dit. Oui, effectivement, on est tout juste dans les temps. On a encore un peu de temps, peut-être, ou à moins que... On a des questions. Ah, vous avez des questions, vous, de votre côté, pardon. On pourra peut-être... Si peut-être qu'à la salle, quelqu'un a une question dans le public avant de fermer l'antenne. Anybody else questions? Moi, j'avais une question quand même pour Amadeo. Ici? Non, mais c'est pas grave, si on ne voit pas, si on m'entend, c'est bien. Non, elle est là. Je trouvais le son meilleur. Il est bien spatialisé. La question, elle est bien spatialisée chez nous. Non, tout à l'heure, tu as dit que tu avais composé au milieu pour pouvoir spatialiser le son, en tout cas pour faire ta conception. Sachant que, parce que là c'est ce que tu entends, mais le public n'est pas toujours au centre et les différents dômes où vous avez sans doute présenté l'œuvre n'ont pas la même dimension, le public n'est pas, quelquefois tu as des dispositions concentriques. Donc comment tu fais justement pour... parce que tout à l'heure on parlait des différentes pistes de sons pour les compositions, mais comment tu fais pour la diffusion en fonction des lieux de diffusion? En fait, ce qui était bien pour le son sur Fermi Paradox, c'est que on a été dans plusieurs dômes déjà à chaque fois, donc je pouvais un peu adapter. Et puis ce qui est bien avec Spadri, comme dit, c'est qu'on crée notre spatialisation, puis on change juste l'objet à la fin pour
en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Et après, c'est un peu comme du mixage ou du mastering, c'est-à-dire qu'on doit faire des compromis en fonction de tous les lieux, puisque l'idée à la fin, c'est quand même d'envoyer des fichiers. On peut pas à chaque fois être sur place, vu que nous, c'est pas une performance, mais c'est vraiment un film. Donc c'était à chaque fois ça a été des compromis à faire. Donc forcément, des fois, on se tire un peu les cheveux en mode ça sonne pas assez bien, mais ça fait partie aussi du jeu d'être diffusé dans différents espaces qui n'ont pas tous le même système son, quoi. Eh bien, c'est bon, je pense qu'on va pouvoir vous rendre l'antenne de votre côté. Merci à vous à Montréal, et puis vous, en tout cas, très bonne journée. Nous, on a fini à peine. Mais en tout cas, merci à vous, merci à Joël, merci à Philippe, merci à Pablo, merci à Morad, et puis j'espère que votre festival continuera son bon train, comme ça a pu le faire depuis, vous m'avez dit, 3 jours, ça a démarré. Voilà, nous, on va le démarrer ce soir, donc on va essayer de lancer un peu les choses. On vous remercie beaucoup. Je vous demanderai d'applaudir ces artistes qui ont travaillé beaucoup et qui ont pu nous répondre à nos diverses questions. On va passer donc du coup à la deuxième partie. On a donc parlé du pour qui, du pourquoi, etc. Un petit peu justement avec les partages d'expériences qu'on a pu avoir de l'ensemble des artistes et nos amis de la Société des Arts Technologiques. Donc voilà, comme je disais, je voulais revenir un petit peu en arrière avant de parler du comment, parce que vous verrez qu'on va découvrir donc plusieurs choses. Et ce spat gris, en gros, dont on a entendu beaucoup parler juste précédemment. Mais je voulais revenir, en gros, sur ce qui peut être considéré comme le premier enregistrement audio qui a été réalisé. Donc, il a été réalisé en 1837. Donc, c'est une bande de papier qui a été imprégnée de suif, sur laquelle on a gratté avec un outil, un appareil qui s'appelle le phonautographe. Alors, on parle quand même d'une date qui est antérieure à 17 ans d'Edison et son fameux phonographe. Donc, pour Edison, qui a souvent été inspiré par d'autres inventions, voire même au-delà parfois, mais je n'irai pas plus loin. Donc, ce phonautographe gravait sur ces feuilles de suif, ce qui pouvait être enregistré à travers une membrane. Bon, on connaît un petit peu ces principes-là. Et donc, cette particularité, la particularité, c'est que ce n'est pas Edison qui a été le premier, en tout cas, à imaginer ce système, mais c'est Édouard Léon Scott de Martaville, un Français. Bon, une fois n'est pas coutume, on peut s'en réjouir. Donc, Léon Scott de Martaville qui avait réussi, donc, du coup, à enregistrer ce premier son audio. Mais la difficulté, c'est que le problème, c'est qu'on n'avait pas derrière, la possibilité de réinterpréter ce son. On n'avait que l'enregistreur, mais on n'avait pas le player. Donc, il s'avère qu'en 2008, grâce à partir de ces documents papier, donc ils avaient une petite bande de chercheurs, en tout cas très motivés, ont réussi à retranscrire ce son. Ça va quand même à quoi ça. Voilà, c'était Au clair de la lune qui avait été enregistré par la fille de Léon Scott de Martaville. Voilà, c'était juste pour introduire, on va dire un petit peu les choses. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'on va parler un petit peu, on va ouvrir le début de cette deuxième partie avec Ghislain Leclan, que je vais inviter à venir, que je vous demande d'applaudir. Donc, Ghislain Leclan, qui est un musicien qui est né à Paris, qui s'est installé à Montréal en 2003 pour étudier la composition musicale et la musique de film. Je le laisserai se présenter complètement, mais aussi particulièrement, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu se connaître et se rencontrer. C'est composer pour des spectacles, des productions qui sont réalisées dans le cadre des spectacles du Planétorium. Merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie. Alors oui, ça me fait un peu bizarre moi d'être ici parce que d'habitude je suis de l'autre côté de l'océan à Montréal. Je navigue un peu entre les deux et c'était très
marrant de voir les gens de la SAT. D'habitude, je suis là-bas. Alors moi, je suis compositeur de musique à l'image. Je fais donc de la musique essentiellement pour des films, du documentaire, de la fiction, du court-métrage. Et il y a une dizaine d'années, je me suis un peu plus spécialisé dans la musique immersive. Je parle de la SAT parce qu'en fait, mon premier contact avec la musique immersive a été à la SAT, peu de temps après, quand ils ont construit leur dôme, ce qu'ils appellent la Satosphère. Ils ont fait des formations donc, de musique immersive. Et j'ai pu commencer à apprivoiser le médium là-bas. Et puis, je crois qu'il y a la petite flèche en bas. Ouais. Donc, ouais, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Donc, voilà, j'ai travaillé un peu sur toutes sortes de types de configurations, on va dire, immersives. Essentiellement avec un studio à Montréal qui s'appelle Troublemakers. Et donc là, on avait un exemple d'exposition immersive pour National Geographic sur Toutankhamon. Il faut savoir qu'en fait, les expositions immersives, c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup dans ces dernières années. Donc, comme on peut le voir un petit peu, c'est essentiellement du mapping sur des surfaces, que ça soit sur les murs latéraux, au sol, au plafond. Et des fois, il y a des décors aussi réels qui sont intégrés. Au niveau du son, ça permet d'avoir des dispositions sonores très variées parce que les haut-parleurs vont être un peu cachés ou en tout cas disposés de différentes façons dans les environnements. Donc, on a toutes sortes de configurations. Ouais, c'est bon ça. On a... donc là, c'était un genre de parcours immersif. Sur Epcot, c'était plus une salle un peu circulaire avec un écran qui faisait tout le tour et au fur et à mesure, le centre s'illuminait au fur et à mesure qu'il découvrait en fait la nouvelle configuration du parc. Donc là, c'était plus une genre de disposition circulaire des haut-parleurs. Sur Paradise City, sur Incheon, c'était un parc d'attractions, littéralement, dans un méga complexe hôtelier. Et donc là, c'était très très grand en fait comme config. Donc on peut imaginer un peu un genre de Disney, mais avec des haut-parleurs répartis partout dans l'espace. Ça, c'est Rouge 2100, c'est un projet avec Espace pour la vie qui est en fait qui regroupe les planétariums de Montréal, plus tout le complexe en fait du jardin botanique et du stade olympique. Ils ont fait une super expo en fait il y a 2 ans maintenant. Sur comment on pourrait vivre sur la planète Mars, quels seraient les enjeux de pouvoir vivre sur Mars en 2100. Et ils ont fait tout un parcours comme ça en 5 salles, dont la dernière qui est ce qu'ils ont appelé la grotte, qui était un peu une évocation narrative et poétique de la vie sur Mars. Ça, c'était en collaboration avec le Cirque Éloise. Là, on voit un petit peu des espèces de petites formes blanches, mais en fait, ces formes-là vont se développer, elles vont se mettre à danser. Et ça, c'était des acrobates du cirque qui ont été avec plein de capteurs sur eux, qui ont été donc on a capté leur mouvement, mais on les a intégrés dans la vidéo. Donc là, c'est pareil, on voit un petit peu la technique au-dessus, mais là, les haut-parleurs étaient disposés au-dessus. C'était des tout petits haut-parleurs. Il me semble que c'est des JBL, si je dis pas de bêtises. En tout cas, mais qui avaient quand même une assez bonne puissance, donc ça restituait quand même un son assez sympathique. Voilà, bon, ça c'est un peu pour les expositions immersives. Après, évidemment, il y a les dômes, forcément. Donc, on a celui qu'on connaît ici, la SAT qu'on voit aussi. Les dômes, il y en a toutes sortes, de toutes tailles. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a les dômes mobiles. Alors ça, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, c'est nos amis de Nest Immersion qu'on a vu tout à l'heure
en duplex à la SAT. Moi, j'ai l'occasion aussi de collaborer avec Printemps Numérique, un organisme en fait de médiation sur les enjeux du numérique. Et on a la chance d'avoir un dôme mobile. Donc ça nous permet en fait d'aller installer ce dôme dans beaucoup d'endroits, essentiellement aller rejoindre des jeunes et des communautés autochtones qui vont être éloignés des centres urbains, justement pour leur amener des expériences numériques, de l'art numérique et voilà, réduire la fracture numérique. Donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus, les dômes mobiles. Il y a de plus en plus de technologies aussi qui sont faites maintenant pour les construire, les monter, les démonter plus facilement qu'avant. Voilà, donc ça c'est un peu je vous présente tout ça parce que c'est un peu les genres de configuration dans lequel je travaille. Puis là je me concentrais un petit peu sur le dôme. Puis je vais aussi un petit peu rappeler mon parcours. Moi je viens donc de la musique plus classique, orchestrale. Et j'ai vraiment essayé de développer un langage orchestral, mais à travers la musique immersive, ce qui demande en fait une certaine approche dont je vais vous parler. Pour créer un espace sonore, il y a en musique orchestrale, on pourrait penser évidemment comme ça a été cité là dans les deux exemples précédents. L'idée, c'est pas de mettre beaucoup de sons et beaucoup de choses qui vont se passer parce que effectivement, ça peut être vite très chaotique. Et surtout, en orchestre, on aurait l'idée, par exemple, de prendre, je sais pas moi, un saxophone ici, une trompette ici, une flûte derrière. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque souvent en fait de complètement exploser l'arrangement ou l'orchestration en tant que tel, parce qu'il y a quand même une cohérence dans les instruments, dans l'écriture, qui fait qu'on ne peut pas nécessairement aller isoler tous les sons et que ça soit, en tout cas, que ça fonctionne facilement. Donc il y a quand même une complexité de créer un espace sonore. Et sur le dôme aussi, il faut savoir que les dômes, c'est très très particulier en fait, l'acoustique dans les dômes. Il y a, du fait de la forme géodésique, en fait, les haut-parleurs, les ondes sonores vont se répercuter en fait sur le dôme. Donc ça va un peu partir dans tous les sens et ça crée des effets, des fois ce qu'on appelle des annulations de phase. Donc en fait, c'est quand deux ondes se retrouvent en simultané et s'annulent. Donc le son littéralement disparaît presque. Et quand on est par exemple dans le planétarium ici ou dans tous les dômes, il y a certains endroits où il y a certains sons qu'on n'entend plus parce qu'on est exactement dans le spot où ça se passe. C'est très très perturbant. Mais en même temps, c'est assez fascinant. Autre exemple, par exemple, quand on est à l'extrémité des dômes, on va entendre beaucoup plus la personne qui va être à l'autre extrémité. On va avoir l'impression qu'elle nous parle juste à côté, alors que la personne qui est à 1 mètre, on l'entend pratiquement pas. Donc, c'est très très particulier les acoustiques dans un dôme. La façon d'approcher l'immersion dans un espace, il y a principalement deux façons. Il y a la spatialisation naturelle, donc qui va essentiellement passer par la prise de son. Dans la musique orchestrale, en général, on va avoir, là je fais un petit exemple ici, on va avoir une prise de son en fait qui va être globale en stéréo de tout l'orchestre. Je vais développer ça ici. On peut en fait enregistrer avec plusieurs micros, que ça soit un grand ensemble ou chez soi on peut recréer un espace. Mais dans le cas d'un orchestre, on va avoir essentiellement un positionnement de micro ici qui est en général au-dessus du ou de la chef, qu'on appelle un décatché. Donc c'est 3 micros, c'est droite, centre, gauche, ou dans l'autre sens, peu importe. Donc il y a ces 3 micros-là, il va y avoir 2 micros qui vont être face ici, droite-gauche, qu'on va appeler AB. Puis après ça, on va avoir des micros par section qui vont être des micros plus proches. Donc ça, c'est la disposition, on va dire, classique pour enregistrer un orchestre.
en stéréo. Après ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir créé un peu plus d'immersion, donc mettre d'autres micros qui vont être plus loin, comme pour créer justement une captation surround, une captation qui va permettre d'avoir l'écho, entre guillemets, des instruments dans une salle donnée pour créer un sentiment d'immersion. Donc là, on a plusieurs exemples. Donc on a notre formation classique ici, un petit peu, là, comme on a vu, le Decatree, puis les outriggers, on appelle ça en anglais aussi. Et après ça, on va avoir des micro-rooms, des micros de salle, et on peut en avoir autant qu'on veut. Ça, après, c'est libre. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la façon... donc, quand on a la chance d'avoir un budget pour un orchestre, on va aller prendre ces micros-là, et ça va permettre, en fait, mais dans une configuration, par exemple, de 5.1, les micros qui vont être devant peuvent se retrouver, par exemple, sur les droite-gauche avant, centre, les micros arrière qui vont être les micros de salle. On peut par exemple les placer plus dans les surround arrière pour créer un espace et jouer en fait en fonction des prises de son de chaque micro pour recréer un espèce d'espace qui va être naturel, même s'il est contrôlé, mais qui va permettre d'avoir une cohérence surtout dans les instruments de l'orchestre. Alors, en plug, en fait, on utilise... il y a des banques de sons maintenant très chouettes qui existent, qui permettent de recréer ces configurations-là. Donc, c'est des banques de sons qui ont été enregistrées. Donc, c'est des vrais instruments d'orchestre qui ont été enregistrés avec plusieurs prises de son de micro. Donc, par exemple, là, on en a 3. Le C, c'est pour close, donc les micros proches. Le T, c'est tree, donc le Decatree, les 3 au-dessus, au centre. Et le A, je crois que ça doit être pour ambient ou quelque chose comme ça. Donc ça va être peut-être plus les micros qu'on pourrait mettre en arrière. Et chaque sortie de prise de son de micro, on peut les assigner donc à nos parleurs ou notre configuration qu'on aura dans notre setup. Donc ici, il y a 3 prises. Il y a d'autres banques de sons. Il va y avoir 4 prises de micro. Donc là, on va avoir nos close, notre AB, donc les outriggers qu'on a vu tout à l'heure, notre trick, toujours, et le surround qui va être notre arrière. Pourquoi je montre ça? Parce qu'on peut composer directement maintenant avec des banques de sons de façon surround. Donc ça permet aussi de tout de suite dans l'étape de composition, ça je pense qu'on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais de conceptualiser la spatialisation en même temps qu'on compose. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très chouette aujourd'hui. Et il y a d'autres banques de sons qui vont encore plus loin. Il y en a où il y a carrément 6 prises de micro. Il y a donc toujours les close, le overhead qui pourrait être le Decatree, le mid, les AB. Et là, il y a carrément 2 quadraphonies avant, quadraphonie arrière pour le surround, plus une gestion du sub, du LFE. Le LFE dans le surround, c'est la gestion des graves, en fait, des sub-basses, basses et sub-basses. Donc ça, c'est la partie, on va dire, prise de son pour créer une immersion naturelle. Après ça, quand on n'a pas forcément accès à ça, il y a d'autres façons. Une autre façon artificielle de le faire, c'est en jouant sur ce qu'on appelle les réverbérations. Donc ça, c'est des plugins qui permettent de recréer des espaces. Ici, on a celui-ci où... on peut aller... eux, ils ont carrément recréé différents espaces qui existent de salles dans le monde ou de toutes sortes d'environnements, en fait. Ils échantillonnent, en fait, des réponses sonores dans un espace pour recréer un espace acoustique. Ça, c'est assez fou. On peut aussi même le faire soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui permettent... On pourrait installer des micros ici dans cette salle, faire des relevés de comment le son rebondit dans les parois, et à travers ce logiciel-là, recréer la réverbération naturelle qu'on a dans cet espace.
On a, après, voilà, il y a toutes sortes d'outils qui existent. Il y a donc des réverbérations qui sont immersives, qui sont en 5.1, qui peuvent même être après en Atmos ou toutes sortes de formats. Donc ça aussi, ça permet de travailler directement avec un espace sonore immersif. C'est des outils qui sont très utiles. Voilà, bon, là je monte pas mal d'exemples. Un autre exemple là, donc ça se rapproche un petit peu de SPATGRI, mais on va pas trop en parler pour l'instant. Mais ça, c'est par exemple recréer un espace avec plusieurs haut-parleurs dans un espace pour voir comment pourrait être la réponse sonore. En casque binaural, en fait, ça permet de... on n'a pas toujours l'occasion d'aller mixer dans un planétarium, donc... et puis un 5.1, c'est un 5.1, mais c'est pas forcément le son... Ça va être plus pour, à la limite, les expositions immersives dont je parlais au début, pour recréer un espace. Et selon le nombre de haut-parleurs qu'on aura, on peut simuler ça en binaural dans un casque. Ça, c'est très utile aussi avant d'aller... parce que si l'exposition sur laquelle on travaille est à l'autre bout du monde, on ne va pas non plus pouvoir y aller tous les jours pour entendre le résultat. Donc, ça permet de simuler le résultat avant d'aller en intégration sur place. Voilà. Après, il y a le son 3D, mais ça, je ne vais pas trop développer parce qu'on va en parler avec SPATGRI. En général, le format, disons, standard dans les dômes, ça va être, on va partir d'un 5.1, c'est un peu ce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais il faut savoir effectivement que chaque dôme a son nombre de haut-parleurs différents. Là, on a vu tout à l'heure, la SAT, ils en avaient 93, je crois. Ici, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 5 plus 2 sub plus un zénith. Donc zénith qui est tout en haut du dôme. Et voilà. J'ai pas malheureusement d'exemple sonore à vous faire écouter parce qu'on a eu des petits soucis avec Pro Tools, mais il y a 2 films en ce moment au Planétarium sur lesquels j'ai travaillé qui s'appellent Les Lumières de la Nuit et Le Ciel au Moyen-Âge, que je vous invite à découvrir et à découvrir maintenant en sachant un petit peu plus ce dont je viens de vous parler pour apprécier la spatialisation. Merci Ghislain, c'était bien riche.
Cependant, les relations entre le pouvoir romain et les peuples barbares se dégradent. En août 410, après des années de friction, les troupes d'Alaric Ier, roi des Visigoths, assiègent Rome et mettent la ville à feu et à sang. Historique. Rome, la ville éternelle, est en flammes, alors qu'elle n'a pas été prise depuis plus de 800 ans. De nombreux Romains fuient la ville. Les récits de leur exode provoquent une émotion considérable jusqu'en Asie et en Afrique. Non, c'était très intéressant. C'était surtout, ouais, vous voulez parler un petit peu aussi, après la conceptualisation, il y a toute l'idée de la captation aussi, quand on fait de la musique avec des instruments qui peuvent être voilà, instruments classiques, comment on enregistre une ambiance et comment après on les réinterprète dans un environnement sonore immersif. Donc là, il nous a présenté pas mal de choses. Avant qu'on passe aux questions, je vais inviter notre dernier intervenant, Jean-Michel Sellerier, qui lui va nous parler un petit peu de la diffusion, comment on arrive, donc de la SAT qui est donc je vais t'inviter, voilà, tu peux t'asseoir juste à côté, je vais te laisser la main parce que il va nous présenter SPATGRI et d'autres choses, et quelques ficelles et quelques secrets, parce qu'il est responsable du développement à la SAT, et donc, il développe entre autres de nombreux outils existants et nouveaux de création de production. Donc je vais te laisser la main sur la machine. Pas fait plein de misère ce soir, mais vous l'aurez compris. C'est la joie. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est bon le son? Ouais, super. Enchanté. Donc oui, la SAT s'est un petit peu déportée ici à Paris là, et puis vraiment content d'être là. Et puis j'aurais juste aimé que vous puissiez voir les films tantôt dans le Dôme aussi. Là, c'est vraiment chouette dans cet espace immersif. Mais voilà. Donc ouais, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique par rapport. Je vais vraiment prendre ta suite où là tu as parlé beaucoup de création et de qu'est-ce que c'est le processus qui va nous donner des sons et les enregistrements et les samples, etc. Et puis après, une fois qu'on a nos samples, une fois qu'on a nos canaux qui sortent, comment est-ce qu'on met ça dans du son? Alors, je vais réouvrir mes slides. Est-ce qu'on est bon niveau temps? Oui, on a encore un peu de temps là. Il est largement évident. Parfait, on peut envoyer les slides. Je vais les envoyer là-bas. Ah, ok. Du coup, donc, voilà, je vais vous parler un petit peu de différents logiciels qu'on fait à la SAT. En fait, pour que vous le sachiez, la SAT, c'est un environnement où on a une salle immersive, mais on va aussi avoir une salle de concert un petit peu plus classique. Et on va avoir un restaurant, un café, 2 salles de cours et un laboratoire de R&D. Donc tout ça dans un même bâtiment. Là, c'est vraiment le fun, comme on dit à Québec. Et voilà, donc moi-même, je viens de France. J'ai été à... Merci. Moi, c'est bon. Je viens de France, j'ai fait mes études à Bordeaux. Et puis, je suis allé au Canada pour continuer à développer en fait des logiciels en art numérique. Donc, je viens vraiment du monde du développement et de l'ingénierie logicielle. Et voilà, là, cette salle dont on parle, qu'on a vu de l'intérieur tantôt, là, c'est vu de l'extérieur. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes anglophones dans la salle, donc le texte est en anglais, je parle en français. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Parfait. Voici la SAT. The SAT is a research lab for digital creativity.
magical arts education for ages 7 to 77, a restaurant inspired by a social club for artists and the public, a rooftop patio, and a coffee shop in the heart of downtown. It's also residencies in the field of digital art and innovative artistic creation, a concert venue that hosts both international and emerging Quebec artists, a projection dome dedicated to immersive performances, films, and parties. The SAT is an experience for all. Donc, ouais, puis la particularité un petit peu qu'on va avoir à la SAT comparé à d'autres programmations de Dôme, c'est que on se focus vraiment sur l'art numérique et surtout sur aussi tout le monde techno. En fait, la SAT, c'est un petit peu un des plus gros clubs techno de Montréal, en fait. Et on va vraiment avoir des raves, on va avoir des très grosses soirées. Et puis voilà, et notamment notre plus grande source de revenus à la SAT, eh bien, c'est les débits de boissons pendant les soirées. Mais j'aimerais beaucoup que ça devienne un jour la vente de logiciels, mais voilà. Tantôt, tu parlais du vocabulaire dont vous discutiez avec Mourad pour définir en fait qu'est-ce que c'est l'approche qu'on a pour la composition sonore. Et tu as dit là, je crois, la scénographie sonore. Voilà, et en fait, c'est la scénophonie qu'on l'appelle, mais c'est très bien. Et en fait, la question, c'est un petit peu, en tant que compositeur, et je pense que tu as cette approche aussi, c'est penser la spatialisation dès le début. C'est que quand on va faire une pièce, rajouter la spatialisation tout à la fin, ça va toujours donner des moins bons résultats en fait que si dès le début on se dit j'ai mes instruments, j'ai ma mélodie, mon harmonie, mon rythme, etc. J'ai aussi mon espace qui est une dimension avec laquelle on veut jouer. Et donc évidemment, pour jouer avec cet espace, il faut des outils qui nous permettent de le manipuler. Et donc, des logiciels comme ceux dont tu as parlé, dont ceux qui ont été mentionnés par la conférence tantôt, etc. Je vais vraiment pris les mots-clés, les mots québécois, bravo. Voilà, donc il y a quelques techniques, il y a quelques paradigmes, mais vraiment penser à l'audio en fait un petit peu comme des objets. On a parlé, je pense, Pablo, au tout début de l'object-based audio, qui est vraiment avoir cette conception où on ne va plus penser uniquement en canaux, mais on va penser avec, j'ai un son, c'est un objet qui est dans l'espace et je vais bouger cet objet. Et c'est un petit peu un renversement de la manière, on va dire, standard de spatialiser, qui était le 5.1, le Dolby, etc., versus les méthodes de spatialisation qui viennent plus du monde académique, mais qui en fait sont assez anciennes. Ça a été développé depuis les années 70, l'ambissonie. Et tout ça, ça a évolué un petit peu en deux branches parallèles. Mais en fait, aujourd'hui, en 2026, ça se rejoint. En 2020, déjà, ça se rejoint avec, par exemple, la technologie Dolby Atmos. Dolby Atmos, ça combine un petit peu ambissonie, un petit peu VBAP, je crois, selon les cas. Et c'est vraiment, on va retrouver en fait le plein pouvoir des algorithmes qui vont nous permettre de dire, tel fichier, telle source sonore, elle va être à telle position dans l'espace. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Là, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Par exemple, il y a des formats de fichiers audio, un petit peu comme les fichiers Wave que vous connaissez peut-être pour certains, et bien maintenant qui vont contenir en fait pas juste l'information de piste 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais qui vont dire, ok, ma piste 1, elle va aller à la position X, Y, Z temps pendant qu'on play. Donc voilà, et une particularité qu'on a à la SAT, Pablo l'a mentionné aussi, c'est on est vraiment focus sur les logiciels libres, et le logiciel libre est gratuit. Donc notamment il y a SPATGRI qui à la base est un logiciel qui avait été créé par le GRI, donc l'Université de Montréal et Robert Normando, et puis nous on est un peu rentré dans le projet parce que on veut soutenir le projet. Nous on s'en sert pour le Dôme, vous l'avez compris, on s'en sert pour pas mal de formations, etc. Donc on a une équipe de développeurs logiciels qui rentre un peu dans le code, qui règle des bugs, etc. Donc vous pouvez aussi venir nous voir si vous utilisez SPATGRI et que vous avez des bugs, on sera vraiment ravis de collaborer. Et parce que nous, notre but, c'est vraiment de démocratiser, de rendre accessible en fait ces technologies pour que personne ne se sente bloqué face à l'idée de comment est-ce que je fais ça. Je suis face à un dôme, là, tout à l'heure on s'en parlait, comment est-ce que je vais composer pour mon dôme. Quand on ne sait pas, ça peut être vraiment intimidant, alors qu'en fait, une fois qu'on est dedans, tu me l'as dit, ça le fait. Et le fait que ce soit du logiciel libre, ça vous permet, et je dis vous en tant que personne, mais aussi qu'en tant qu'entité que vous représentez certainement, de prendre part en fait au développement des choses et de devenir un petit peu owner. Et si demain, par exemple, Robert Normando, le GRI, la SAT arrête le développement de SPATGRI, les logiciels, eux, resteront toujours accessibles et il faut continuer. Et
même si vous n'êtes pas développeur, c'est toujours possible de payer un développeur qui ira vous régler vos bugs ou des choses comme ça. Alors que si demain, mettons, il y a Spat Revolution, qui est un très bon logiciel, mais si demain Flux arrête de le vendre, c'est fini. Donc c'est un petit peu ça notre philosophie, c'est pour des questions d'archivage et de ownership un petit peu. Puis aussi vraiment pratique, moi par exemple, en tant que gros geek, je travaille sous Linux principalement. Il n'y a pas beaucoup de logiciels qui marchent sous Linux. SpatGris, ça marche sous Linux. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ça. Je ne vais pas m'étendre trop sur les bienfaits de logiciel libre parce que je veux qu'on passe vite aux démos. Mais tu peux. Oui, mais voilà, c'est quelques libertés un petit peu fondamentales. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec SpatGris, le distribuer, le modifier, etc. Donc c'est un petit peu ça qu'on vend comme philosophie. Donc voilà, vous avez déjà vu pas mal de screenshots, je pense, depuis le début. En fait, SpatGris, on vous dit que c'est un logiciel, c'est complètement faux. SpatGris, c'est 3 logiciels différents qui collaborent entre eux, qui interagissent, etc. Et pourquoi? Pour des raisons très pratiques, parce que plus on sépare les choses et plus il y a une partie qui crache, ça n'emporte pas tout le show. Et notamment dans les anciennes versions, je crois que la vue 3D était combinée avec le moteur audio. Et puis si la vue 3D crachait, plus de son non plus, alors qu'en fait, on peut survivre sans une vue 3D si elle crache, ce qui est arrivé quelques fois. Donc dans le logiciel, il y a un petit peu de parties. Il y a une partie, voilà, cette vue 3D, Speaker View, qui va permettre de voir d'une part les haut-parleurs. Là, les petits rectangles, ça représente les haut-parleurs d'un dôme. Je ne sais pas lequel c'est celui-là, mais c'est un plus petit dôme. Et les petits points rouge, vert, violet, ça va être les sources sonores. Donc le but de SpatGris, c'est quoi? C'est de prendre d'un côté des sources sonores, donc vraiment des canaux de son, comme brancher un jack par exemple. Il y a des haut-parleurs, et puis comment est-ce qu'on traduit la position des sources sonores en son qui sort, là, mettons, des 5 points. Et donc, le logiciel va juste montrer en haut l'input des sources sonores, on verra sur un vrai exemple ensuite, et en bas, là, les canaux de sortie, donc les haut-parleurs. Donc, normalement, quand on fait un test de son, on a envie qu'il y ait du vert par là pour voir, il y a du signal qui sort, et tout se passe bien. Et donc voilà, et Speaker View, voilà, là on voit un petit peu du son en input, du son en output. Et l'autre partie importante en fait du système, c'est Control Gris. Control Gris, c'est un plugin VST. Alors si je parle de plugin VST, est-ce que vous pouvez lever la main, les gens pour qui c'est clair ce que c'est un plugin VST? Ok, c'est la plupart pour tout le monde, donc c'est bon à savoir. C'est en gros quand on fait de l'audio, par exemple, tu avais montré pas l'exemple avec Contact, avec des outils comme ça. Quand on compose en fait de la musique aujourd'hui, on n'utilise pas un seul logiciel, on utilise 30, 40, dans mes compos, des centaines des fois, de petits outils qui vont chacun faire un effet, qui vont faire un son. Par exemple, je suis guitariste, je vais avoir des VST qui vont faire un effet de guitare. Puis là, pour la génération du son ou pour déplacer les positions, Control Gris, c'est un VST donc, qui va venir s'intégrer dans les outils que vous utilisez en tant que compositeur, donc dans Ableton Live, dans Pro Tools, dans Digital Performer, dans tous ces logiciels de composition, vont intégrer en fait une partie qui va aller sur chaque piste. Donc, mettons, si tu as 10 pistes avec chacune un instrument et que tu veux placer tes pistes dans l'espace, tu vas mettre 10 plugins Control Gris sur chacune de tes pistes dans ce séquenceur. Une pour la guitare, une pour la basse, oui, je suis rocker, une pour la harpe celtique, j'en sais rien. Et chaque piste, on va pouvoir dire ensuite, toi, tu vas être ici dans l'espace, toi, tu vas être là-bas, la batterie, on va la mettre ici dans le coin, etc., avec vraiment une interface qui... ici, on va modifier en 2D, et ensuite, on peut regarder en 3D exactement où vont les choses. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, je veux vraiment que ce soit clair. Et vraiment, un gros enjeu, en fait, c'est la question de la portabilité. La portabilité, c'est quoi? C'est là, par exemple, on compose une pièce, et puis on la compose, par exemple, au dôme de la SAT, qui est un chouette endroit, il y a 93 haut-parleurs, c'est quand même... on peut aller chercher une certaine richesse de la spatialisation du son. Et puis, on va aller, mettons, à un autre dôme, pas un dôme, mais une autre salle à Montréal, qui, elle, va avoir 15 haut-parleurs. Et puis là, et qui ne vont pas être forcément en dôme, qui vont être dans un autre format. En tant que compositeur, comment est-ce qu'on va gérer le fait que les positions des haut-parleurs ne soient pas du tout les mêmes, donc le son sort d'endroits différents, etc. En fait, le logiciel va prendre ça en charge pour vous. Et au niveau de la composition, nous, la seule chose qu'on veut dire, c'est mon son, il va de la droite vers la gauche. Et peu importe comment sont les haut-parleurs dans la salle, le but du logiciel, c'est de rendre transparent le fait que toi, tu dis, mon son, il va de la droite vers la gauche, les haut-parleurs, ils sont comme ça, ou en cercle, ou en carré, etc. Comment on fait ce transit?
Donc c'est un petit peu ça l'intérêt de toute l'approche de SPADGRI, pas que de SPADGRI, hein, SPAD Révolution ça marche pareil, il y a beaucoup d'autres systèmes qui ont accepté cette philosophie parce qu'elle simplifie grandement la vie. Donc nous par exemple à la SAT, qu'est-ce qu'on fait? On fait des logiciels mais on fait aussi des haut-parleurs. Là c'est des haut-parleurs qui s'appellent les AudioDice qui sont un petit peu différents des haut-parleurs traditionnels dans le sens où ici, par exemple, le son vient autour de vous, il vient vers vous. Là, avec ce haut-parleur, le son sort, et on va pouvoir en placer plusieurs dans la salle, et le son va sortir ce haut-parleur dans toutes les directions. Ils ont 12 canaux chacun, donc là, par exemple, on tourne à 5 qui font 60 canaux, et on va pouvoir dire, dans quelle direction sort le son, et donc on va pouvoir positionner le son, en fait, de manière à ce qu'on puisse tourner autour. Ce qu'avec un dôme, par exemple, on ne peut pas tourner autour d'un son, parce que le son vient toujours de l'extérieur. Alors que là, on peut mettre un de ces objets au milieu, et tourner autour. Et puis ça, avec SPADGRI, on peut très bien le faire par exemple. Alors que d'autres logiciels de spatialisation vont pas gérer ce cas un petit peu spécial qu'on a. Donc voilà, donc, un petit peu ce que je disais tantôt. Petit détail technique, donc SPADGRI aujourd'hui gère jusqu'à 128 entrées, 128 sorties, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut envoyer 128 objets sonores différents et les mettre sur 120 haut-parleurs. Et là, on est en train de faire un gros travail d'optimisation de ça pour... on a une piste technique pour vraiment augmenter pas loin d'un ordre de grandeur en fait de ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Donc, à voir dans quelques mois si on arrive à finaliser ça. Control Grid, donc, qui va permettre de contrôler les sons, et Speaker View. Maintenant, donc, il y a 3 logiciels, puis la question, comment est-ce que tous ces logiciels travaillent ensemble? En fait, c'est là où ça prend un tout petit peu de connaissances techniques. Ils communiquent par réseau. Et pourquoi est-ce qu'ils communiquent par réseau? Par exemple, parce que vous allez à la SAT, vous venez avec votre laptop, qui est un bon laptop, mais qui n'est pas non plus ultra puissant, qui là va faire des visuels, va générer des sons. Et puis là, vous devez spatialiser sur les 93 haut-parleurs de la SAT, votre laptop meurt tout simplement. Et nous, heureusement, on a des gros racks de serveurs dans le back-office de la SAT qui font tourner SPADGRI. Donc, votre laptop, lui, il va juste envoyer ses sources sonores brutes. Et SPADGRI, qui lui est en réseau, va recevoir vos sons et va les spatialiser sans que ça impacte la performance de votre machine. Et c'est un petit peu ça que ça permet, cette architecture qui est séparée, c'est de pouvoir scale à, si on veut, mettons, si on a 200-300 haut-parleurs, ça ne va pas coûter plus cher pour le système qui envoie le son, en fait. Parce quand on accueille des résidences tout le temps, donc il faut vraiment que ça marche, peu importe le laptop de la personne. On veut vraiment être inclusif à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas un laptop qui est dernier cri, il a 5 ans là, et puis il marche encore très bien, par exemple, on n'a pas envie d'en changer pour raison écologique, on va pouvoir le garder. Et enfin, la dernière brique, c'est celle avec laquelle, ce qui est la plus bloquante en général quand on veut se lancer dans installer SPADGRI et commencer à faire des tests de son spatialisé, c'est comment j'envoie du son, mettons, de Ableton Live, de Bitwig, de Cubase à SPADGRI. Là, il y a 2 cas, il y a 3 cas. Vous êtes sur Linux, Linux c'est très bien, ça le gère par défaut, donc rien à faire. Vous êtes sur Windows ou macOS, c'est très bien aussi, ne vous inquiétez pas. Sur Windows, il faut installer un logiciel qui s'appelle Jack et qui va permettre de router l'audio d'une application à l'autre. Donc, par exemple, on va pouvoir dire, Reaper, là, tout à l'heure, vous allez voir ma démo, si ça marche bien. Reaper va envoyer l'audio par Jack sur Windows, et puis Jack ensuite l'envoie à SPADGRI, et SPADGRI l'envoie à la carte son, qui l'envoie dans le haut-parleur. Et sur Mac, il y en a un qui s'appelle Black Hole, qui, pareil, permet de dire, la sortie de votre séquenceur, de Logic, par exemple, elle va rentrer dans SPADGRI, et SPADGRI va gérer ça. Et puis voilà. Puis tout ça, c'est dans en fait quel contexte? Je vais un petit peu plus step back. À la SAT, on fait SPADGRI, mais en fait, on fait aussi on fait une partie de SPADGRI. Le gros, c'est quand même le gris qui le fait. Mais on fait plein d'autres logiciels, et notamment, on a quelque chose qui s'appelle la suite SAT, qui est suite.sat.qc.ca, qui est une boîte à outils vraiment pour la création immersive, non seulement sonore, mais aussi visuelle. Je suis bon au niveau temps? Oui, t'es bon. Ok. Donc on va avoir plusieurs logiciels en fait, avec certains vraiment libre open source. En fait, tous sont open source, mais certains se font avec un petit abonnement mensuel. Et donc certains pour le show control, certains pour l'internet des objets, certains pour le full dome, vraiment la visualisation full dome, certains pour l'IA. C'est toute une gamme d'outils pour la créativité numérique. Un autre qu'on utilise pas mal, c'est Ossia, qui lui est un séquenceur en fait pour la communication en fait, et pour le show control, donc pour envoyer de l'audio, de la vidéo, faire un peu la timeline d'un show. Si on a le temps, je vous montrerai un petit bout aussi. Et puis voilà, on va aller vite. Donc, alors là, est-ce que je peux repasser sur le... Ce qu'il faut, c'est juste que tu le mixes de l'autre côté, à droite. Ouais. Ah, yes.
Parfait. Donc là, j'envoie mes choses à droite et puis, ok. Super, donc à quoi ça ressemble en pratique? Bah là, voilà la bête. Donc là, on a SpadGrid qui est configuré pour une quinzaine de canaux en entrée. Alors en fait, je vais avoir un canal en entrée. Là, ça va être vraiment très simple comme démo pour vraiment to make a point. Je dois avoir Reaper. Alors où est-ce qu'il est Reaper? Hop, ah, il s'est fait quitter. Attends. Hop. Alors juste 2 logiciels à relancer. Jack, est-ce qu'il est lancé? Jack est lancé. Ok, donc Reaper. Donc voilà, en gros, Jack, c'est un tout petit logiciel qui va permettre de connecter les choses entre elles. Et Reaper, bah, c'est un séquenceur là dans lequel on peut charger des choses. Juste attendre qu'il se relance. Alors, on en est où? Hop, projet récent. Ça doit être ouais, celui-là peut-être. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Ok, pas de souci. Ah bah voilà, voilà, tout est bon. Donc Reaper et puis là, ben, contrôle gris, donc qui est ben, le plugin de spatialisation. Puis moment. Ok, bon. Puis alors là, vous allez voir, c'est pas des sons vraiment, c'est vraiment des sons de test. Et comment ça marche tout ça? Ben là, j'ai une piste toute simple là. Voilà, hop, voilà, on va descendre. Je vais mettre le nom avec Reaper. Hop, voilà. Pourquoi il se met voilà, ici? Voilà, là j'ai ma piste sonore qui elle en fait est stéréo. Et sur cette piste là, ben j'ai un effet. Donc mon effet c'est contrôle gris. Et dans contrôle gris, ben je vais pouvoir aller. Alors je pense que non, là il a du problème classique. Hop, alors non, message, graphe, il est où? On est là. Reaper. Alors, CTRL D. Et là, on va le connecter bien mieux. Voilà. Voilà, là on n'était pas spatialisé, maintenant on va l'être. Donc là, vous allez entendre des sons qui tournent, waouh. Et bah, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est que là j'ai une piste stéréo. Et je vais dire dans ma piste, et ben mes sons, où est-ce qu'ils sont en fait? Si je vais voir là à quoi ça ressemble dans l'interface de SpadGrid, et ben je vois en entrée mes deux canaux stéréo. Et je vois en sortie comment est-ce que le logiciel les spatialise. Et je peux aller voir aussi donc View, Speaker View. Voilà. Et là, je peux aller voir en fait en 3D à quoi ça ressemble directement. Donc Fabrice nous a fourni gracieusement le plan de haut-parleur. On l'a importé dans SpadGrid. Et puis maintenant, vous pourrez l'avoir comme ça. Si quelqu'un d'autre vient, il pourra charger le plan de haut-parleur. Et si là je bouge mes sons, bah c'est tout simple, c'est tout mignon. Les sons bougent en fait dans l'espace et je peux les faire tourner automatiquement par exemple. Ce sera plus simple que de les faire moi. Donc voilà, je sais bien que c'est pas une grande composition, hein, on s'entend là, c'est vraiment des sons de test pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est des sons assez percussifs, comme ça vous allez entendre un petit peu le fonctionnement du truc. Et puis écoute, je pense que... Bah écoute, en tout cas, si vous avez des questions justement par rapport à ce logiciel, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, attends, s'il te plaît. Effectivement, j'ai découvert ça récemment et effectivement, c'est assez bluffant. Plutôt... Mais surtout, c'est gratuit. Donc aussi, on aime ça. Négligeable. Bonjour. Et merci beaucoup, ça a l'air super intéressant tout ça. J'ai jamais encore utilisé SpadGrid de mon côté, mais ça me chauffe pas mal. Tout à l'heure, je sais que du côté de la SAT, je crois que vous avez parlé de Envelope for Live, que je connais un peu mieux, et des différences entre donc le plugin d'Ableton et SpadGrid. Alors, effectivement, c'est un petit peu le côté où c'est pour ça que là, je dois avoir un logiciel Jack qui va m'envoyer le son d'un truc à l'autre. C'est que l'idée, c'est que SpadGrid, tout ce qui fait le traitement du son est dans un logiciel séparé qui tourne hors de Ableton. On a eu la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire aussi en plugin? Mais en fait, nous, 90% de nos cas d'usage, il n'est même pas sur le même ordi, il est sur un autre ordi direct complètement. Donc,
si tu veux, quand tu spatialises dans Ableton, bon, Ableton en plus c'est compliqué parce que c'est quand même un environnement qui pousse pas mal à la stéréo. Je veux dire, il y a d'autres DAO qui sont un peu plus flexibles niveau canaux, mais dans Live, en gros, bah, tu vas mettre tes objets sur tes tracks, les objets vont pouvoir syncer entre eux et ça sert un peu tout seul. C'est un peu plus easy to get going que SPATGRI où il faut lancer plusieurs logiciels, il faut les connecter entre eux, etc. Mais par contre, tu gagnes en flexibilité. C'est un petit peu ça la balance. Mais après, il y a vraiment des situations où c'est super valide de le faire uniquement dans Ableton et puis ça marche aussi très bien. Donc, c'est un petit peu ça. Et puis après, je te dirais, ce qui peut être intéressant, c'est que dans le plugin Control Grid, il y a quelques options. Là, je vous l'ai montré par exemple pour, là, ça ne tourne pas, mais pour faire différentes trajectoires qui sont built-in. Contrôler plusieurs sources. Là, vous voyez, j'ai 2 sources stéréo et je peux définir en fait comment est-ce que mes sources sont connectées entre elles. Alors là, il faut juste que je vois comment elles marchent. Ouais, je n'arrive pas trop à lire là. Hop, où est-ce que c'est? Bon, je vois plus où c'est. Source link, symétrique. Voilà. Là, par exemple, je peux dire, quand je bouge mes sources, elles vont bouger comme ça en fait. Et il y a des petites features de qualité de vie pour en fait tout un ensemble de cas de spatialisation sonore qu'on a vu que les créateurs veulent faire 80% du temps. Puis il y a un 20% du temps où on peut prendre le contrôle brut et chaque source aller les traiter nous-mêmes. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que très souvent, c'est les mêmes besoins qui reviennent et du coup, on encode ces besoins là-dedans. Un autre truc que je voudrais vous dire, c'est que Control Grid, c'est suffisant, mais ce n'est pas nécessaire dans le sens où donc SPATGRI, ça fonctionne en recevant des messages OSC. OSC, c'est un protocole standard pour les logiciels de création numérique pour communiquer entre eux, qui marche aussi bien pour le son que pour la lumière, que pour ce genre de choses, mais ça ne transmet pas le son, ça transmet les informations qui disent ok, là, j'ai telle chose qui se passe à tel moment dans ma scénographie. Et par exemple, là, il envoie où? Il envoie sur ici, abstract, non, voilà, là, on voit un petit peu l'adresse IP pour ceux à qui ça ne fait pas peur, et le port de SPATGRI. Et SPATGRI, on peut lui dire, toi, dans tes settings, tu vas recevoir de l'OSC à ce port-là. Voilà, désolé, je sais que c'est un petit peu technique, mais c'est un petit peu comment est-ce que SPATGRI va savoir ce qui se passe dans le séquenceur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres logiciels en fait qui peuvent tout à fait prendre la place de Control Grid. Donc là, par exemple, il y en a un autre qu'on développe qui s'appelle Ossia, qui lui est un séquenceur complet et qui va venir avec tout un tas d'outils un petit peu différents pour la spatialisation, où par exemple, soit on peut avoir des différents chemins. Alors là, je vais ça faire un petit bip. Là, on va entendre un test qu'on a fait tantôt, mais on va pouvoir faire là aussi des trajectoires sous forme de spirale, des choses comme ça. On va pouvoir aller gérer différents points dans une interface unifiée, et ça va être une autre philosophie en fait de composition qui, dans certains cas, ça va mieux s'appliquer, dans certains cas, ça va moins bien s'appliquer, mais en fait, le fait que ce soit une architecture découplée, ça veut dire qu'il y a des parties que tu peux remplacer. Et inversement, dans les outils qu'on fait à la SAT, par exemple, on a un outil qui convertit la sortie de Control Grid en quelque chose que SPAT-Révolution peut comprendre. Donc, si tu arrives dans une salle et qu'ils ont SPAT-Révolution, tu vas pouvoir garder ta session qui utilise Control Grid et puis lui parler. Donc, on gagne en ressources aussi. Non, ça marche, oui. Le fait d'avoir une machine dédiée pour Control Grid, une autre machine pour ton DAW comme Ableton ou tout ça, on gagne aussi en ressources de performance. Ça te laisse plus de place, toi, pour faire tes synthés, les trucs que tu as envie d'en mettre un max, et puis là, tu peux. Alors moi, j'avais une question, c'est au regard des capacités de tous ces outils, vous, personnellement, quel type d'environnement vous rêveriez d'investir? C'est vraiment Alors moi personnellement, je travaille sur des œuvres vraiment différentes en fait, dans le sens où, par exemple, j'ai fait une œuvre avec un ami en son spatialisé il y a quelques temps, où là on travaillait en fait, on installait nos propres, on a fait nos propres un petit peu devices de spatialisation du son. Qui utilisait, voilà, c'était là, je pense qu'on va zoomer un petit peu peut-être, où là on avait des tubes avec des LED, et chaque tube avait un micro, un haut-parleur, et on diffusait du son spatialisé comme ça, et là c'est une esthétique beaucoup plus brute, beaucoup plus harsh. C'était à la Biennale Nemo, si vous y étiez il y a quelques semaines, et moi c'est pour ça, c'est le genre de truc que je fais, donc très loin d'un beau système comme ça. Là on achète des haut-parleurs sur DigiKey, on les soude, et puis et ça marche quand même tout ça. Et notamment moi je travaille beaucoup sur
comment est-ce qu'on peut utiliser les plus petites machines possibles pour faire de l'art numérique. Là, par exemple, on avait une installation qui a des LED, qui a des moteurs, qui a 8 canaux de son spatialisés, 8 micros, un VP, et on fait marcher ça sur une Raspberry Pi, qui est une machine, une très petite machine, pour ceux qui connaissent. C'est un ordinateur qui fait cette taille-là. Et donc, les logiciels qu'on développe permettent de fonctionner sur ça. Ghislain, tu as des vues ou des envies, des ambitions, peut-être inaccessibles aujourd'hui, mais que tu aimerais peut-être investir comme un type d'environnement? Oui et non, en fait, ça serait plus des... ce que j'ai jamais trop fait encore, c'est vraiment de l'extérieur, en fait. La spatialisation extérieure, ouais. Donc, plus être dépendant des réfractions du son sur des parois. Et ça m'intéresserait, ouais. D'accord. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi, Jean-Michel, tu parlais justement que la SAT recevait et finançait aussi du coup ses activités, en profitait beaucoup de soirées et autres. Mais les DJ, est-ce qu'ils exploitent justement cette spatialisation du son? Parce que bon, je pense qu'ils ont plutôt l'habitude de jouer en stéréo, mais est-ce qu'ils exploitent? Alors, et à quel niveau et de quelle façon? C'est vraiment une bonne question. En fait, il y a deux cas. Il y a un cas où on a une salle de concert vraiment traditionnelle, et puis là, c'est du stéréo en général. C'est rare que ça aille plus loin que ça. Mais on a aussi effectivement les spectacles immersifs dans le Dôme. Et souvent, on va proposer aux DJ, si ça t'intéresse, d'essayer d'intégrer ça. Et puis, des fois, la personne arrive 1 heure avant le show, donc c'est sûr qu'on ne va pas avoir le temps. Mais des fois, il y a un petit peu de temps pour aller explorer ça. Et c'est sûr que nous, on aimerait vraiment là, réfléchir à des outils simplifiés en fait, pour ce genre de situation. Parce que ce qu'on voit, c'est quand tu es DJ, un gros problème, c'est que tu as 2 pistes stéréo qui sont déjà encodées. Tu n'as pas 40 pistes. Là, toi, tu as la chance d'avoir toutes tes pistes. Tu peux contrôler, les router comme tu veux. Mais un DJ, il a déjà ses morceaux. Et donc, la grosse question, c'est comment on sépare, mettons, la basse, les synthés, etc. Et ça prend vraiment un gros travail de R&D pour leur permettre, en gros, de faire ça et de dire, OK, mettons, je vais lancer mes tracks, mais je veux, mettons, que tel instrument, il se retrouve un peu à gauche, tel instrument un peu à droite. Faut arriver à les séparer, en fait, de pistes stéréo où il y a tout qui est collé... et tout qui est ensemble, quoi. Et, on est dans un live en clair, et donc est-ce que vous avez imaginé des interfaces tangibles peut-être pour piloter justement ces diverses variations qu'on pourra envisager? Ça peut être un simple joystick, mais je sais qu'il y a des tentatives de il y a des choses en vrai. Il y a effectivement. Alors nous, en fait, là, pour les DJ, on fait la veille, parce qu'il y a des gens qui se lancent sur ça. En fait, là, c'est un créneau qui marche de plus en plus. Et à un moment, on se dit, est-ce qu'on fait notre propre outil? Mais on voit qu'il y a tellement de gens qui sont en train de faire leur propre outil de spatialisation pour DJ. Je crois qu'il y a L Acoustics là qui est en train de lancer leur. Qu'on se dit, c'est pas forcément un créneau sur lequel on va essayer d'aller faire concurrence. En termes d'objets, on va plutôt le faire, mais là, ça va pas être pour un DJ qui vient un soir, mais c'est plutôt sur une longue période d'un artiste qui viendrait en résidence et qui viendrait prototyper, qui viendrait essayer différentes affordances pour qu'on fasse un truc qui marche vraiment bien dans sa situation. Et je te dirais qu'on est encore un peu à l'étape de la R&D à ce niveau-là. On n'a pas de truc à mettre sur la table, mais on serait ravis de l'avoir peut-être l'an prochain. En tout cas, pour piloter dans la spatialisation, c'est vrai, en live, voilà, je pense qu'il y a des interfaces intéressantes à faire. Creuser, et toi, Ghislain, de l'extérieur, très bien, mais tu composes de la musique. Est-ce que tu as été, quand je posais la question tout à l'heure aux autres, à Amadeo, à Joël et Philippe, pardon, je vais y arriver, est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller voir dans la réalité virtuelle ou dans ces mondes virtuels qui sont le jeu vidéo et autres, pour explorer justement, peut-être apporter ta patte ou ton expérience de compositeurs, de musique, d'ambiance sonore dans des univers virtuels, avec une spatialisation en fait interactive, en direct, qui va être contrôlée? Oui, effectivement, comme Amadeo, ça ne s'est pas présenté forcément encore, mais il y a beaucoup de similitudes parce que maintenant, Unreal Engine aussi, qui est un moteur audio extrêmement utilisé, mais on l'utilise beaucoup en spatialisation tout court. Ça, c'est tellement, même en setup de Dôme, c'est vraiment, ils ont vraiment développé le logiciel de façon à ce que ça soit très facile, en tout cas de prise en main. Et donc avant le jeu vidéo, il y avait la musique non linéaire, c'est-à-dire passer par un moteur audio qui va gérer différentes couches de son. C'était réservé aux jeux vidéo, mais au fur et à mesure qu'Unreal se développe, j'ai aucun partenariat avec eux, je précise, mais disons que je trouve le linéaire et le non linéaire commencent à se rejoindre grâce à ce moteur audio, et ça ouvre des portes intéressantes.
Eh bien, écoutez, on va s'approcher de la fin. Et puis, comme il va y avoir donc, le spectacle d'ouverture du Festival Soudôme qui va démarrer incessamment sous peu, on m'a demandé vraiment de respecter plus ou moins les horaires, enfin, plus que moins, voilà, on va dire. Donc, je vais vous remercier déjà pour en tout cas tout ce que vous avez pu nous faire partager. Et puis, je vous demande de les applaudir pour tant de travaux et puis toutes les explications qu'ils ont pu nous donner. Je remercie évidemment notre public en ligne, présent. Ah, on a une question par chat? Oui, j'ai une question en ligne. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Bonjour à tous. Avant qu'on coupe. Oui. Alors, c'est quoi le nom du soft contrôle gris? Contrôle gris, tout à fait. Et oui, tout à fait. Et en fait, alors, tout peut être... Là, il y a ce lien, suite.sat.qc.ca. Et de là, vous pouvez accéder à vraiment tous les logiciels là qu'on développe. Donc, c'est ça. C'est vraiment accessible en une microseconde. Suite.sat.qc.ca. Et voilà, ici, vous avez outils en haut à droite. Et là, vous pouvez cliquer, mettons, sur SPADGris, ça vous emmène sur les liens de téléchargement, Ossia, Domport, ça c'est tout le logiciel qu'on développe, co-développe. Et puis tout est lié ici. On a fait un portail pour tout rassembler un petit peu. Allez, j'avais une question. Merci beaucoup. Aussi, attends, je vais te donner le micro. Bouge pas. Ouais. Hop, elle est où? Ouais. Moi, j'avais une question, peut-être... Donc pour les trois intervenants aussi, Amadeo, est-ce que cet outil, donc on l'a vu par exemple pour la musique classique, ça permettait de l'immersion et puis de recréer des ambiances selon les salles, etc. Est-ce que par exemple, du coup pour la fiction, c'est plus cet outil, il tire plus la créativité vers de l'immersif et du réaliste, ou plutôt de l'abstrait et de la création plutôt libre? Peut-être Ghislain, non, Amadeo? Je dirais personnellement les deux sont vraiment intéressants indépendamment des types de projets. Dans des configurations comme justement la SAT où on va peut-être avoir une ouverture plus sur l'expérimental, ça peut être très, très chouette d'aller chercher des choses un peu inattendues. Après en film, c'est vrai que dans un 5.1 ou 7.1 ou Atmos, souvent les arrières, on va servir plus d'ambiance. C'est rare qu'on va charger beaucoup d'effets dans les arrières, à part quelque chose de particulier. Mais l'écran restant devant, l'essentiel de l'action sonore va être devant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais dans les réverbérations dont je parlais, on peut aussi avoir différentes sortes de réverbérations. Une réverbération qu'on va mettre en arrière, une autre qu'on va mettre devant, une autre qu'on peut mettre pour les côtés. Donc, mais c'est vrai que, disons qu'en cinématographie classique, on ne va pas forcément vouloir que le spectateur se retourne constamment parce qu'il y a un son qui arrive derrière. Mais voilà, je pense que ces deux configurations sont... Non, moi, c'était pas... On m'entend, ouais. Moi, c'était pareil aussi en termes plutôt créer des ambiances avec du sound design. Après, c'est surtout en son, je trouve que rapidement, quand le son fait trop de choses et qu'on essaye en plus de poser un cadre un peu film, donc j'ai vraiment juste, c'est ceux qui viendront dimanche soir, mais il y a vraiment peut-être un synthé ou une cymbale ou un truc qui de temps en temps tourne, mais pour l'instant, je l'ai plus utilisé comme pour rendre l'ambiance immersive et être plutôt avec l'histoire, quoi. Je pense s'il y a d'autres outils en fait là qu'on présente de spatialisation, il y en a un qui est très sympa aussi, qui est développé ici à Paris, qui s'appelle ABC Lib, qui est aussi open source et qui lui en fait va aller plus dans la direction de c'est développé à Paris 8, voilà. Alors là c'est un petit peu plus root, mais ça va permettre par exemple de faire des comportements plus génératifs en termes de spatialisation. Par exemple, SPADGris, tu positionnes un objet et puis voilà, et tu as une piste dans ton DAO. Imaginons que demain, tu vas faire un truc où tu veux créer 1000 objets et qui vont faire une sphère qui va se déplacer ou un essaim de particules ou d'oiseaux. Là, tout de suite, SPADGris, je te dirais, c'est un petit peu moins le bon outil et c'est plutôt d'autres outils qui sont vraiment dédiés à la création générative plutôt qu'à l'immersif, où là, tu vas pouvoir aller explorer aussi des trucs plus avancés, mais aussi, en toute honnêteté, plus compliqués. Donc, ouais. Eh bien, on va vous remercier parce qu'effectivement, le festival va vraiment démarrer là-haut. Je vous remercie beaucoup. Merci.
Et je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, on se retrouvera peut-être une prochaine masterclass rapidement. Au revoir.